Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Hague, je suis réalisateur et photographe français et je suis ravi de présenter mon travail pour cette nouvelle édition du festival Imagine Eurotolérance à Bakou en Azerbaïdjan. Une édition forcément particulière puisque nous sommes tous chez nous. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous présenter l'envers du décor, ce que vous ne voyez jamais dans les expositions. C'est avec ce petit appareil argentique que je fais pratiquement toutes mes photos à l'ancienne, avec un film à l'intérieur et tout et tout. Et puis ensuite le travail se fait en chambre noire pour le développement et le tirage sur papier. Surtout, ne pas ouvrir. J'affectionne particulièrement le festival Imagine parce qu'il véhicule les valeurs de partage et d'échange qui me sont chères. Aussi, je vais vous présenter tout au long de ce festival, en ligne, des photographies et des histoires de vie, ce lien à l'autre qui me tient particulièrement à cœur. Voilà. Buenaventura, Colombie, août 2016. Je suis arrivé à Buenaventura, ville à l'extrême ouest de la Colombie, une des plus dangereuses au monde. On peut lire sur Wikipédia, le taux de criminalité y est 24 fois supérieur à celui de l'Irak. Une zone de non-droit où 50 000 pesos, 13 euros, suffisent pour assassiner sa femme ou son voisin. Au port, un homme m'indique que les bateaux habituels pour rejoindre ma destination suivante ne naviguent plus et que je vais devoir prendre un cargo de marchandises pour m'y rendre. Il peut m'arranger le coup. Paiement en liquide, nécessité de donner son passeport quelques heures avant le départ pour réaliser des papiers officiels, me dit-on, et départ de nuit à partir du bidonville. Après quelques secondes d'hésitation, je ne sais pour quelle raison, j'accepte. Je lui donne la somme demandée et mon passeport. L'homme me fixe un rendez-vous en fin d'après-midi et part. J'arrive à l'embarcadère au cœur du bidonville. On me rend mon passeport. Ici, l'ambiance est électrique et je suis tendu quand j'arrive près du bateau, en bas à droite sur la photo. Le vieux rafio est complètement rouillé, des cochons embarqués sur le pont hurlent. Des hommes transportent de grosses poutres de bois un peu plus loin, dans des râles lancinants. Une petite planche de bois permet de rejoindre le bateau. Et je suis déjà en train de penser aux recherches qui seront peut-être faites un jour pour retrouver mon corps jeté par-dessus bord en mer. À moins que le bateau, rongé par la rouille, ne coule de lui-même pendant la traversée. Alors, avant de monter à bord, je fais cette photo qui serait pour la postérité la dernière image imprimée de mon cerveau. Je retire la pellicule de mon appareil et la cache dans une petite pochette étanche au fond de mon sac. C'est cette photo. Beyrouth, Liban, février 2013. Le Liban est ma deuxième patrie, j'y suis allé presque 10 fois dans les 10 dernières années. Pour mon travail, j'ai tourné un film à Beyrouth, parce que ce pays m'envoûte, et parce que j'y ai maintenant de nombreux amis. C'est un pays passionnant par ses contrastes, ou je devrais même dire par ses paradoxes. Considéré comme le Saint-Tropez des pays arabes, il draine un tourisme de luxe avec la visite fréquente d'émirs ou autres milliardaires. Il n'est pas rare de voir des Formule 1 dans les rues. Mais ce n'est pas ce Liban-là que j'aime. J'aime me promener dans les quartiers populaires, faire les marchés et rencontrer les gens. La première fois que je rencontre ces pêcheurs, je ne comprends pas un mot d'arabe. Alors,
je décide de m'asseoir auprès d'eux et de les observer. Je ne sors pas mon appareil photo, je les regarde simplement faire leur métier. En fin d'après-midi, ils préparent le thé et me tendent une tasse que je partage avec eux. Nous n'avons comme langage commun que nos yeux, nos mains et nos sourires. Je reviens le lendemain à la même heure et continue de les observer. À la fin de l'après-midi, nous partageons de nouveau le thé. Le troisième jour, je m'installe au même endroit et sors mon appareil photo sur mes genoux. Mais je ne fais aucune photo non plus. Je suis là, mon appareil est là et nous profitons. Après le thé, les hommes sortent un flacon d'arak que nous partageons tous ensemble pour fêter l'excellente pêche du jour. Les jours suivants, je les photographie dans leurs gestes ancestraux, des jetés de filets, des raccommodages ou encore de l'écaillage du poisson. J'ai un nombre incalculable de clichés de ces moments passés ensemble et j'ai souhaité vous proposer celui-ci, entre tradition et modernité. Bogota, Colombie, août 2016. J'observe une scène de rue dans un quartier populaire de la capitale. Un homme ivre commence à alpaguer des gens pour leur demander quelques pièces. Eux, par leur indifférence, font monter l'énervement de l'homme qui se met à parler de plus en plus fort, voire les insulter. Il s'approche de certains et les menace de son poing. Trop imbibé, il s'écroule au sol dans son mouvement. D'autres s'approchent et le relèvent. Je sens une tension monter entre les différents passants qui soit prennent la défense de ce pauvre homme, soit lui reprochent son arrogance et son manque de savoir-vivre. Je sors mon appareil photo à ce moment-là. Les discussions s'entament entre les pros et les antis, autour du clochard qui, au sol, continue de tendre son gobelet en demandant qu'on le lui remplisse d'alcool. Je multiplie les clichés sous tous les angles de cette micro-société qui se construit devant mon objectif. Il y a deux visions et une frontière représentée par cet homme entre les deux. Et plus je fais de photos, plus je prends conscience que ma place, au milieu de cette scène de vie quotidienne, est presque indécente. Qui suis-je pour documenter cette culture que je ne connais pas, que je ne comprends pas ? À multiplier les clics dans ce quartier qui m'est inconnu, je deviens carrément un voyeur. Alors j'arrête de photographier la scène. À ce moment-là, je lève les yeux et découvre ces fils électriques avec les oiseaux. Après quelques secondes, je me rends compte qu'il se joue le même combat au-dessus de ma tête avec des oiseaux qui se battent, des oiseaux qui observent. Évidemment, c'est dans le ciel que sera ma photo, pas dans la rue. Fianarantsoa, Madagascar, juillet 2019. Je me rends à Madagascar dans le but de faire un reportage photo sur la dernière ligne de train en activité dans le pays. Une fois par semaine, sur cette île-continent plus grande que la France, une vieille motrice des années 50 parcourt encore une minuscule distance, 163 petits kilomètres, qui relie Fianarantsoa à la côte est de l'île. Pourtant, ce train est une véritable artère de vie. Il apporte les vivres et les biens manufacturés à tous les villages isolés qu'il dessert dans la forêt tropicale. Et il repart avec leurs récoltes à vendre au marché de la ville. Je décide de prendre ce train sur la totalité du trajet jusqu'au terminus de Manakara. La seule donnée connue est l'heure de départ, tout le reste est aléatoire. Le train circule à une moyenne de 10 km par heure. Il fait des pauses à chaque village pour déposer les vivres de la ville et recharger les matières premières des villages. Nul ne sait combien de temps cela va prendre à chaque arrêt et personne ne s'en inquiète. Le passage hebdomadaire du train est une fête pour les villageois, qui ont le plaisir de vendre leurs plats cuisinés aux voyageurs et quelques canettes de coca de temps en temps.
À chaque halte, je passe un moment privilégié avec tous les curieux spectateurs qui viennent observer les voyageurs de la semaine. Nous sommes quelques blancs, mais le train est surtout composé de locaux. Toutes les personnes rencontrées sont d'un tel désintéressement que je suis parfois gêné de ne rien pouvoir leur offrir en retour. Alors comme on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ou plus exactement avec ce que l'on est, je leur ai promis d'exposer une photo d'eux la prochaine fois que ce sera possible. Elle est là, devant vous. Nantes, France, août 2017. Je suis bloqué dans ma ville tout au long de l'été pour des raisons exceptionnelles. Je ne pourrai pas cette année profiter de mes habituelles déambulations dans tel ou tel pays lointain et photographier des situations inhabituelles, des gens de cultures différentes, des lumières vibrantes. Eh bien, puisque je suis condamné à la sédentarité, je décide de partir en voyage dans ma ville. C'est-à-dire que je sors avec mon appareil photo argentique et je vais sillonner Nantes avec un regard neuf. Je ne vais pas voir, mais regarder. Redécouvrir mon quartier, mes rues. Aussi, dès que je sors de chez moi, mon environnement m'apparaît tout autre. Je ne vais pas, comme c'est le cas d'habitude, d'un point à un autre, la tête baissée. Le chemin devient mon but. Je prends le temps, je m'arrête pour observer. Et cette photographie, je la fais sur la place du commerce, à quelques centaines de mètres de chez moi. J'aurais pu la faire en Afrique du Sud, à New York, ou bien dans je ne sais quel pays d'Asie, encore que les échafaudages seraient peut-être en bambou. Mais je n'ai pu la faire près de chez moi que parce que j'ai regardé mon biotope autrement, avec les yeux du voyageur. C'est pourquoi cette photo devait naturellement avoir une place dans mes 10 clichés marquants de voyage. Isla Isabela, Galapagos, mars 2018. Les Galapagos, un des endroits les plus magiques au monde. C'est un immense parc naturel avec une faune et une flore débordantes dans lequel on a toléré les humains. Ici, la nature est reine, les humains s'adaptent. Les iguanes, aussi importants sur l'île que les mouches peuvent l'être chez nous en été, vivent leur vie sur les trottoirs ou les chemins. Il faut faire preuve d'une vigilance de tous les instants pour ne pas risquer de marcher sur un rêveur assoupi. Les lions de mer, si l'on veut prendre un repère européen, pourraient être comparés aux chats de chez nous. Ils s'invitent au marché de poissons chaque jour et attendent que le poissonnier leur envoie un reste de pêche. Ils se reposent le soir, près du port, sur les bancs publics, dimensionnés par le gouvernement équatorien pour supporter les quelques 200 kilos d'émail. Et je ne parle pas ici des tortues, des frégates, des pélicans. Lorsque je réalise ce cliché, je suis sur la plage avec mon appareil et je multiplie les photos de près, de loin, les gros plans, de tous ces animaux qui grouillent partout. Et puis soudain, un cargo entre dans mon champ de vision. Mais non, la vie industrielle ne s'est pas arrêtée. En fait, on mange, on boit, on dort sur cette île. Je l'avais presque oublié. Binic, France, juin 2014. Je viens à Binic pour accompagner un de mes films sélectionnés au Festival international Paul Simon. Une sélection, c'est toujours un événement dans la vie d'un réalisateur. Et je savoure cette arrivée matinale en Bretagne. Mes yeux sont à l'affût de chaque détail, j'observe les gens, ce qu'ils ont dans les mains en sortant des magasins, la manière dont ils se parlent. Je vis cet instant comme on découvre un nouveau pays, enchanté par chaque découverte. Et si je ne sors quasiment jamais mon appareil dans les endroits que je connais, l'exploration d'un lieu inconnu me donne souvent des envies de photos. D'habitude, c'est à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est à Binic.
Quand j'apprends qu'il y a une piscine d'eau salée pas très loin, mon imaginaire s'évade. J'imagine un lieu peuplé d'enfants qui jouent, qui crient. Je vois déjà des parasols un peu partout qui vont permettre de passer des heures interminables au bord du bassin. J'imagine aussi les aficionados qui parcourent des kilomètres sur leur ligne d'eau, les autres qui discutent, accoudés au bord. Quand j'arrive sur place, la piscine est comme un miroir. La mer est d'huile. Tout est calme, tout est figé. Il y a un paysage. Et sur ce banc, 2 personnes immobiles et silencieuses qui deviennent partie du paysage. Je me place discrètement derrière eux. Je ne veux pas déranger cet instant de quiétude si fragile. Je déclenche. Il me semble que ce couple est un élément de ce paysage tranquille. Peut-être que la prochaine fois que je reviendrai, ils seront encore sur le banc. En tout cas, sur cette photo dont j'ai voulu immortaliser l'instant, ils seront encore sur le banc pendant longtemps. Yazd, Iran, août 2017. Je suis avec mon chauffeur, quittant Yazd pour rejoindre Karanak. À la pause, nous croisons un homme qui cueille des fleurs avec son épouse, des fleurs utilisées pour la cuisine. Discussion. Il nous invite à visiter son village, puis sa maison en reconstruction. Nous le suivons. Il nous conduit ensuite à quelques kilomètres dans la lande désertique de Baran, impressionnante par son rocher noir et les sources salées qui émergent du sol çà et là. L'homme a un projet d'utopique complexe touristique autour de la maison du sel. Je l'écoute, admiratif. Mon chauffeur traduit du perse en anglais. C'est incroyable pour un occidental de recevoir autant de générosité d'un inconnu. J'ai l'impression qu'il me parle comme si l'on se connaissait depuis toujours. Il nous invite ensuite à prendre le repas. Il grille plusieurs truites, prépare le riz safrané, du thé. Nous sommes évidemment assis sur un tapis persan immense. En guise d'accompagnement, il offre du caviar, qui est en fait une traduction étonnante du boulgour, un féculent à base de blé. Les préparatifs, le thé, le repas durent plusieurs heures. Nous sommes ses invités. En partant, je demande à mon chauffeur ce que je dois donner pour les repas. Il explique que nous sommes ses invités. On ne paye rien quand on est invité. Sur la route du retour, nous roulons pendant un temps infini sur ces routes presque vides qui rappellent le Grand Ouest américain. Une photo pour immortaliser l'instant. Quelque part en Italie, octobre 2015. Je prends pour la première fois le train de nuit pour faire le trajet Paris-Venise. Mes proches amis photographes m'avaient prévenu, il ne faut surtout pas rater la sortie de la gare de Venise, avec vue imprenable sur le Grand Canal et l'église San Simeone Piccolo. C'est une photo inoubliable, nécessaire. Le train roule toute la nuit, pendant que je plonge dans un profond sommeil sur ma couchette. Soudain, je suis vaguement réveillé par une annonce du contrôleur en italien, et je sens la machine qui vibre et ralentit. Encore à moitié endormi, je saisis mon appareil photo, effectue les réglages un peu à l'instinct. La pellicule est une 3200 ISO, je peux donc régler une vitesse rapide, et je me pose devant la porte de sortie. Le train s'arrête, et, déjà concentré sur mon cliché à venir, j'ouvre subitement la porte, descends et déclenche, une seule fois. Je regarde autour de moi, personne. Soudain, j'entends le contrôleur annoncer que le train va repartir et que chacun est prié de remonter à bord. Nous ne sommes donc pas au terminus. Nous arriverons effectivement à Venise un peu plus tard. Je me précipiterai pour faire la photo immanquable. C'est vrai qu'elle est belle. Mais il y en a probablement des milliers encore plus belles sur Internet. Le cliché qui m'intéresse, c'est celui qui est exposé ici, ma Venise fantasmée. Celui d'un rendez-vous manqué, ou plutôt en avance. Cette gare dont je ne connais pas le nom et qui m'a offert ses reflets de lumière sur le sol humide.
Ispahan, Iran, août 2017. Chez les cinéastes, il y a une théorie communément admise par l'ensemble des documentaristes. Lorsque l'on est en tournage et que l'on rate une situation de vie incroyable, par exemple on filmait quelque chose et l'immanquable s'est passé derrière nous dans le même temps, cette scène se reproduira toujours une deuxième fois. Aussi, si l'on reste sur place un jour de plus, 2 jours, une semaine, on va pouvoir refilmer la scène. C'est une théorie rassurante, mais je suis un des rares réalisateurs à ne pas partager cette croyance. Ce jour-là, je me promène à Ispahan, dans les quartiers peu touristiques, comme à l'accoutumée quand je voyage. Je profite du calme, je m'émerveille devant tant de lumière, tant de chaleur étouffante dans ces petites rues. La température est tellement élevée en ce mois d'août que j'ai laissé mon appareil photo au fond du sac pour ne pas que la pellicule s'abîme. Soudain, lorsque cet homme à vélo passe, c'est la vision irréelle d'un lieu surchauffé qui commence à s'habiter. La présence de cet homme, alors même qu'il n'y a pas un chat, pas un oiseau, pas un insecte qui peut rester dehors, c'est incroyable. Mais je n'ai pas mon appareil avec moi. Je repense alors à cette fumeuse théorie et je sors tranquillement mon appareil, effectue les réglages et j'attends patiemment à l'ombre du bâtiment. Et quelques minutes plus tard, l'homme repasse. Je déclenche. Pour moi, c'est magique, car non seulement j'ai la photo, mais aussi ma certitude de documentariste qui va à l'encontre de ce qui est communément établi s'effrite. Et quelques minutes après, l'homme repasse. Il était en train de faire des tours de quartier sur son vélo. Il passera une bonne dizaine de fois devant mon objectif.